Daniel Tanouro est ingénieur agronome, environnementaliste et fondateur de l'ONG Climat et Justice sociale. Il est auteur de nombreux ouvrages, mais dernièrement, il a publié aux éditions textuelles un ouvrage qui s'appelle « Trop tard pour être pessimiste », que j'ai juste ici et que je ne peux que vous conseiller. Et sinon, en dessous de Daniel Tanouro, je vous présente Gitsour Kinden, qui est mon collègue au syndicat des services publics et qui est notamment rédacteur du journal Service public, qui est notre journal syndical. Et moi, je m'appelle Léa Ziegler et je suis également syndicaliste au syndicat des services publics. Et ce soir, Guy et moi, nous allons essayer de modérer la conférence, de faire remonter vos questions à Daniel Tanouro. Donc, n'hésitez pas à les noter dans le chat. Encore quelques mots avant de céder la parole à Daniel concernant juste le contexte. Pourquoi est-ce que nous organisons cette conférence ce soir? Eh bien, c'est parce que suite aux mobilisations massives et exemplaires des jeunes et des moins jeunes de la grève du climat, ces militants et ces militantes se sont approchés des syndicats pour décloisonner le mouvement qui jusque-là était encore essentiellement estudiantin. Et puis, leur idée, leur but, c'était justement de l'élargir au lieu de travail. Ce qu'a accepté notre syndicat, le SSP, car son congrès en 2019, en novembre 2019, a validé l'adhésion au mouvement et ensuite de nombreux autres syndicats ont suivi cette voie-là. Notre mouvement s'appelle la Grève pour l'avenir. Il est composé de la grève du climat, de la grève féministe, des syndicats, d'ONG et encore d'autres organisations progressistes. Il s'organise à l'échelle locale, régionale et nationale. Et aujourd'hui, on est nombreuses et nombreux à préparer le 21 mai, qui est finalement la toute première journée de mobilisation de notre mouvement, la Grève pour l'avenir. On souhaite mener des actions sur les lieux de travail, les lieux d'études, mais aussi dans l'espace public, dans la rue. À 11h59, dans toute la Suisse, le 21 mai, il est prévu que nous sonnions l'alarme climatique et sociale simultanément pour sonner l'urgence, alerter la population, alerter les pouvoirs publics, etc. Selon les cantons, les programmes ils sont encore en cours de finalisation. Il va y avoir des manifestations en fin de journée, bien entendu toujours dans le respect des mesures sanitaires. On ne va pas s'arrêter là. Le 21 mai, c'est une première étape pour notre mouvement. Et on est bien conscient, pour un changement de paradigme basé sur la justice sociale et climatique, il est fondamental pour nous que notre mouvement se renforce, que nos actions elles s'intensifient et qu'on puisse ainsi imposer un nouveau rapport de force. Comme son nom l'indique, notre syndicat représente et défend les travailleurs et les travailleuses des secteurs publics et parapublics. Dans la perspective de la grève pour l'avenir, mais plus généralement aussi, notre syndicat a établi des revendications générales telles que la réduction du temps de travail avec maintien du salaire. Ça passe aussi par la non-élévation de l'âge de la retraite, qui actuellement est fortement attaqué en Suisse et qui risque de se faire sur le dos des femmes. On défend le renforcement des services publics, la proximité des services publics, la création d'emplois socialement utiles et durables, la revalorisation et l'expansion des secteurs essentiels à nos vies comme les soins, la formation, l'éducation. On combat fortement les politiques d'austérité qui se succèdent depuis des années et des années. On revendique la réintégration des services privatisés. On revendique la garantie de l'emploi, l'accès à la formation et aux reconversions professionnelles, le renforcement de notre premier pilier qui est un pilier solidaire, donc l'AVS. Et puis, en vue du 21 mai toujours, j'ai bientôt terminé, les régions du SSP ont commencé à s'accaparer ce mouvement. Il y a des collectifs qui ont commencé à se créer sur les lieux de travail, ce qui est une bonne nouvelle, une bonne chose. Des secteurs ont aussi commencé à adresser des revendications un peu plus spécifiques à leur branche et à leur réalité. Et toutes ces revendications, du moins celles qui existeront d'ici au 21 mai, seront en temps voulu publiées sur notre site internet. Voilà. Et puis actuellement, tous ces salariés et toutes ces salariées sont en train de discuter des actions qu'ils et elles pourront mener sur leur lieu de travail le 21 mai. On les encourage et je tiens juste encore à préciser que le SSP est à disposition de ses membres pour les épauler dans cette perspective, leur mettre à disposition du matériel, etc., etc. Mais
Pourquoi la conférence de ce soir? Dans cette perspective-là, c'est parce qu'en fait, l'écologie, c'est un thème relativement nouveau pour notre syndicat, pour le monde syndical en règle générale. C'est un thème qui peut d'ailleurs parfois paraître hors de notre portée, très scientifique. Et du coup, ça demande pour nous, travailleuses, travailleurs, syndicalistes, militants et militantes, de se former, de s'informer. Et c'est pour ça donc que nous avons demandé à Daniel Tanuro, spécialiste de ces questions, de venir éclairer notre lanterne et ainsi nous donner quelques clés. Je me tais, à toi la parole, Daniel. Oui, merci. D'abord, merci pour l'invitation. Je suis un peu ému d'être invité comme personne ressource, comme on dit, pour vous aider à préparer cette initiative remarquable de la grève pour l'avenir. Et je dois dire que, ayant entendu la liste de revendications énumérée par Léa, je me dis que je n'ai pas grand-chose à vous apprendre. Mais enfin bon, je suis là et je vais faire le boulot pour lequel je suis là. Alors, on a insisté, Léa a insisté dans les échanges de mails pour que je donne une information qui est une information scientifique, entre guillemets. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas contestable, mais enfin, elle a tout de même une certaine robustesse, une information sur l'état de gravité de la situation afin de motiver et d'informer des personnes qui peut-être seraient moins au fait de ces dossiers environnementaux. Alors j'ai intitulé ça Fin du monde, fin du mois, même combat, qui est un slogan qui est apparu dans les convergences entre les Gilets jaunes français et le mouvement pour le climat. Je trouve ça un très très beau slogan. Alors, il y a en fait toute une série de dossiers écologiques globaux, comme on dit, une dizaine, qui sont très préoccupants. Il y en a 4 en particulier qui sont les plus sérieux et les plus inquiétants. Il s'agit du changement climatique, bien sûr, il s'agit de la destruction de la biodiversité, il s'agit de la perte de qualité ou de l'érosion des sols, et il s'agit de la pollution au nitrate qui tue la vie aquatique. Alors, je ne vais pas passer en revue ces 4 terrains, je vais passer en revue seulement la question du climat et la question de la biodiversité, sinon ça m'entraînerait trop loin. Bien, donc je disais qu'il y a 4 grands dossiers globaux environnementaux très inquiétants qui sont le changement climatique, le déclin de la biodiversité, la destruction des sols et la pollution des eaux à l'azote. Je ne vais pas les passer tous en revue, je vais me focaliser sur le climat et sur la biodiversité qui sont les 2 questions les plus importantes. Alors, s'agissant du climat, je suppose que vous connaissez l'ABC du changement climatique anthropique. Je le répète ou le résume très brièvement, il y a dans l'atmosphère de la Terre des gaz qui laissent passer les rayons solaires qui viennent de l'espace vers notre planète, mais qui bloquent en partie le rayonnement infrarouge de la Terre chauffée par ce rayonnement solaire vers l'espace, de sorte que notre planète est douillettement entourée d'une couverture, si vous voulez, ou d'une couette qui retient cette chaleur et qui fait que la température moyenne du globe est d'environ 15 degrés Celsius au-dessus de zéro. Sans cette couette, la température serait de moins 17 degrés. C'est donc un phénomène naturel, l'effet de serre. Le problème n'est pas l'effet de serre en soi, le problème est l'augmentation de l'effet de serre. Et à quoi cette augmentation est-elle due principalement? Elle est due principalement au fait qu'un certain nombre d'activités humaines augmentent la quantité dans l'atmosphère de ces gaz qui ont cette propriété d'effet de serre, principalement la combustion des combustibles fossiles dégage du CO2 et ce CO2 s'accumule dans l'atmosphère et augmente la température du globe. Alors, les conséquences, les principales conséquences à répercussions humaines, c'est quoi? C'est d'abord la hausse du niveau des océans
parce que si la planète est plus chaude, ben les glaces fondent et les masses d'eau se dilatent par simple dilatation thermique. C'est deuxièmement ce qu'on appelle des phénomènes météorologiques extrêmes, des averses extrêmement violentes, des tempêtes, des cyclones plus forts qu'auparavant, des périodes de sécheresse, de canicule ou de froid. Tout cela a évidemment des impacts sur la productivité agricole. Il y a des gens qui veulent absolument être optimistes et qui se disent que si la planète est plus chaude, ce sera mieux pour la production agricole, mais c'est une illusion. Ça vaut pour certaines régions, mais ça ne vaut pas globalement et ça ne vaut pas certainement pas au-delà d'un certain degré, un certain niveau de réchauffement. Quatrièmement, ben, cet réchauffement de la planète favorise la diffusion de maladies à vecteurs, typiquement la malaria, hein, dont l'agent, le vecteur est un moustique qui se porte mieux quand il fait plus chaud et plus humide. Et comme quand la planète est plus chaude, il y a plus d'évaporation, il fait donc plus chaud et plus humide. Enfin, il y a des conséquences qu'on commence à juger aujourd'hui avec une certaine appréhension sur la santé humaine en ce qui concerne la perturbation du mécanisme homéostatique, hein, ce qui assure le maintien de la température normale de notre corps autour de 36 degrés Celsius. Si la température ambiante augmente trop fort et qu'il fait sec, ça va, parce que l'évaporation nous permet de refroidir notre corps, mais si l'atmosphère ambiante est très humide, alors ça ne va plus du tout. On peut supporter 40 degrés ou un peu plus dans un climat sec, ça devient très difficile de les supporter dans un climat humide, et si on dépasse les 40 degrés, ben, le mécanisme homéostatique ne fonctionne plus et on meurt tout simplement. Et aujourd'hui, cette perspective commence à se concrétiser pour un certain nombre de pays de la zone tropicale ou équatoriale. Et enfin, il y a le déclin de la biodiversité qui est dû au fait que le réchauffement est trop rapide et donc les espèces ou une série d'espèces ne peuvent pas s'adapter et se déplacer suffisamment vite. Alors, je vais juste donner un exemple pour le sérieux de la situation en ce qui concerne le niveau des océans. Voici, je ne sais pas si on peut la lire correctement, une citation extraite du rapport spécial du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le rapport spécial sur les impacts d'un réchauffement de 1,5 degré d'ici la fin du siècle. Et on peut y lire ceci: la perte irréversible de la calotte glaciaire du Groenland pourrait provoquer une élévation de plusieurs mètres du niveau de la mer à des échelles de temps allant du siècle au millénaire. Il y a donc là une très grande incertitude, hein, c'est 100 ans ou jusqu'à 1000 ans. Ces phénomènes d'instabilité pourraient se déclencher aux alentours de 1,5 à 2 degrés de réchauffement planétaire, et c'est une estimation du rapport du GIEC qui est faite avec un degré de confiance moyen. Donc il n'y a pas de certitude, ce n'est pas très probable, il y a un degré moyen. 1,5 degré, nous y sommes presque. Depuis la période pré-industrielle, la planète a gagné entre 0,9 et 1,2 degrés Celsius de réchauffement selon les experts du GIEC. Et ces mêmes experts, toujours dans le rapport sur le degré et demi, estiment que le seuil du degré et demi de réchauffement, le plafond du degré et demi, sera franchi très vite au niveau actuel. Sur ce graphique, vous avez en hachuré les observations, en hachuré grisâtre, les observations de hausse de la température. Vous voyez qu'elles sont relativement conformes aux prévisions, elles sont même un peu supérieures aux prévisions qui se trouvent dans la zone orange autour de la courbe, et vous voyez la courbe en pointillé orange qui se poursuit et qui franchit la barre horizontale du degré et demi vers 2040. 2040 en termes d'histoire économique et sociale, c'est demain, hein, c'est à peine une génération. Donc nous sommes tout près d'entrer dans une zone de danger maximum où on pourrait voir se déclencher une dislocation de la calotte glaciaire du Groenland
qui est, comme le disait le texte ici, qui est une dislocation irréversible. Pour l'arrêter, il faudrait pouvoir refroidir la planète, et pour refroidir la planète, il faudrait disposer d'un congélateur géant qui n'existe pas. Le seul congélateur naturel, ce sont les glaciations, et la prochaine est prévue au plus tôt dans 30 000 ans environ. Donc la situation est véritablement extrêmement sérieuse. Alors on nous a préparé une série de scénarios. Voici 4 scénarios de stabilisation pour rester ou revenir sous 1,5 degré de réchauffement si on franchit cette limite d'ici la fin de siècle. Ils sont également issus du rapport 1,5 degré du GIEC. Le scénario 1 est le plus intéressant. Pourquoi? Parce que les 3 autres scénarios euh, implique le recours de plus en plus important à une technologie que je considère comme une technologie d'apprenti sorcier qu'on appelle la bioénergie avec capture et séquestration du carbone. En quoi est-ce que ça consiste, cette bête-là? L'idée, c'est qu'on remplacerait les combustibles fossiles par de la biomasse dans les grandes installations de combustion. Comme cette biomasse, en poussant, absorbe du CO2 atmosphérique, hein, c'est la photosynthèse, si on capte les fumées contenant du CO2 à la sortie des installations et qu'on injecte ce CO2 sous terre, dans des zones qu'on espère imperméables, ben on peut espérer à la longue, en reproduisant l'opération, on peut espérer retirer petit à petit du CO2 de l'atmosphère. Donc il y a le 4e scénario, qui est le plus fou dans cette affaire, prévoit carrément de dépasser le seuil de dangerosité de 1,5 degré et de retirer du CO2 de l'atmosphère dans la deuxième moitié du siècle pour revenir en dessous du 1,5 degré de réchauffement. Pourquoi est-ce que je dis que ces technologies sont des technologies d'apprentis sorciers? Parce qu'il faut évidemment des quantités de biomasse énormes pour remplacer les combustibles fossiles dans les installations de combustion, comme des centrales électriques, par exemple. Et pour produire toute cette biomasse en quantité énorme, il faut des superficies terrestres absolument énormes. Il y a de nombreuses estimations qui ne sont pas toutes concordantes, mais enfin, il y en a une qui est relativement, enfin, qui a un haut degré de probabilité, qui considère que pour retirer à peine un quart du CO2 qu'on injecte dans l'atmosphère chaque année, il faudrait employer à cultiver de la biomasse énergétique à peu près entre 17 et 22% de la superficie agricole cultivée en permanence aujourd'hui. Donc ces scénarios 2, 3 et 4 dans lesquels on recourt à cette technologie devraient être évités à tout prix parce qu'ils mettent potentiellement l'humanité devant un choix entre la peste et le choléra, où il faut décider si on consacre si on plante la biomasse énergétique sur des terres agricoles au détriment de l'alimentation de la population, ou si on la plante sur des superficies non agricoles au détriment de ce qui reste de la biodiversité. Donc, il faudrait, résultat ou conclusion de ce très bref raisonnement, peut-être un peu trop rapide, je m'en excuse, il faudrait privilégier le scénario numéro 1, le P1, dans lequel on ne fait pas appel à la bioénergie avec capture et séquestration du carbone, où on compte uniquement sur les réductions d'émissions, parce qu'on utilise moins de combustibles fossiles, et accessoirement sur l'absorption naturelle ou l'augmentation de l'absorption naturelle de CO2 par les écosystèmes, c'est-à-dire la plantation d'arbres et la dissolution du CO2 dans les océans. Mais si on veut privilégier ce scénario-là, vous voyez que la réduction des émissions d'ici 2030 doit être absolument drastique, moins 58% à l'échelle mondiale, en tenant compte du fait que les pays du Nord sont plus responsables que les pays du Sud et doivent donc faire plus d'efforts. Ça voudrait dire pour l'Union européenne, par exemple, une diminution de 65% des émissions d'ici 2030 pour arriver à un zéro émission nette en 2050.
Est-ce que c'est réalisable? C'est sans doute réalisable, je n'en suis pas sûr. Chaque année qui passe le rend de plus en plus difficile à réaliser, mais ce qui est certain, c'est que nous ne sommes pas partis dans cette direction-là. Ceci, c'est un diagramme qui a été fait par une ONG qui est considérée comme extrêmement sérieuse et même indiscutable, et qui estime ce qu'on appelle le emissions gap. Le emissions gap, c'est le fossé d'émissions, c'est-à-dire l'écart entre les émissions qui sont effectivement observées et prévues selon les plans climat des gouvernements, d'une part, et d'autre part, les réductions d'émissions qu'il faudrait imposer pour respecter la décision de l'accord de Paris de ne pas dépasser ou de rester au-dessous de 1,5 degré de réchauffement. Alors sur ce graphique, le trait plein en noir, ce sont les émissions observées jusqu'en 2015 ou 2016, je ne sais plus. La zone bleutée qui suit, ce sont les engagements que les gouvernements ont pris suite à l'accord de Paris et leur impact. Et vous voyez que cet impact est très limité. Et la flèche verte verticale, c'est l'ampleur des réductions d'émissions qu'il faut réaliser pour respecter l'accord de Paris et rester sous 1,5 degré de réchauffement. Et vous voyez là, le petit pavé bleu clair, c'est les engagements pris actuellement par les gouvernements qui prétendent respecter l'accord de Paris, qui l'ont signé, mais qui en fait ne le respectent pas. Et un peu plus loin sur la droite, vous avez un petit rectangle vert foncé qui représente l'estimation des réductions d'émissions annoncées ou décidées suite au récent sommet climatique organisé par Joe Biden et dont la presse a énormément parlé parce que les États-Unis font une promesse soi-disant extraordinaire de réduction des émissions. Et donc vous voyez que même avec ces nouveaux engagements, on reste extrêmement loin de l'objectif. En fait, pour le moment, au lieu que les gouvernements du monde ont décidé 1,5 degré maximum de réchauffement d'ici la fin du siècle, pour le moment, nous sommes partis vers 3,5 degrés de réchauffement d'ici la fin du siècle, la moitié, c'est-à-dire des impacts absolument catastrophiques, notamment en matière de hausse du niveau des océans, mais pas seulement. Bien, voilà pour le climat. Alors, quelques mots sur la biodiversité, parce qu'on en parle trop peu et les deux questions sont intimement liées. Voici quelques données brutes d'abord. On estime qu'il y a aujourd'hui 25% d'espèces menacées sur la planète, que 75% de la surface terrestre est altérée par les activités humaines, que 66% de la surface des océans est altérée également. On a perdu 85% de zones humides sur la planète, qui sont des zones très importantes pour la biodiversité, notamment pour les batraciens, mais pas seulement. Alors les causes, vous imaginez bien quelles sont les causes. La première cause, c'est la déforestation. La deuxième cause, c'est la surexploitation des ressources. Par exemple, les poissons, 33% des stocks de poissons sont surexploités et 60% des stocks de poissons sont au maximum d'exploitation. C'est le blanchiment des coraux, c'est la pollution chimique et par les plastiques. La pollution par les plastiques dans les océans a été décuplée depuis 1980 et ce sont les plantes invasives. Toutes ces causes du déclin de la biodiversité sont évidemment le résultat d'un certain type d'activité humaine, pas l'activité humaine en général, mais l'activité humaine guidée par le profit. J'y reviendrai très rapidement en conclusion. Alors, on entend souvent des gens dire oui, mais enfin, la biodiversité, c'est pas si important que ça. Il y a des tas de raisons pour lesquelles c'est très important. Je vais en développer une seule très brièvement. Vous avez peut-être déjà entendu cette information. En fait, la pandémie que nous subissons aujourd'hui, cette pandémie de Covid-19, elle est due, peut-être pas celle-ci, mais disons, l'augmentation des pandémies de ce genre est directement liée à la destruction de la biodiversité. Et alors, vous avez ici deux graphiques d'une étude scientifique qui a essayé d'estimer la biomasse des différentes parties du vivant. Sur le tableau A, ce sont les plantes, les virus,
les araignées et les champignons et les animaux. Vous voyez que les animaux, c'est le petit triangle orange dans le bas à droite, ça ne représente qu'une toute petite partie de la biomasse du vivant sur la planète. Et le tableau de droite reprend et détaille la biomasse des animaux. Et vous avez là les mollusques, les annélides, les arthropodes, c'est-à-dire les insectes essentiellement, les poissons, etc. Et qu'est-ce qu'on constate? Vous avez l'être humain là en gris au bas du diagramme à droite, et la toute petite zone orange, le petit triangle à droite des êtres humains en gris, ce sont les mammifères sauvages. Et donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate que la biomasse totale des humains et des animaux domestiques est estimée à 0,16 gigatonnes de carbone. C'est de la matière sèche, hein, donc ce n'est pas avec l'eau. 0,16 tonnes de carbone, c'est-à-dire pratiquement 20 fois plus, 20 fois plus que la biomasse des mammifères sauvages et des oiseaux sauvages. Et par contre, vous noterez que la biomasse des virus, à elle seule, c'est absolument incroyable, égale 0,2 gigatonnes de carbone. C'est une biomasse pour les virus des plantes et des animaux. La biomasse des virus pour les animaux est beaucoup plus restreinte. Mais qu'est-ce qui ressort de ce tableau-là? Ce qui en ressort, c'est que le réservoir de virus, où se trouve-t-il? Il se trouve dans la vie sauvage. Le réservoir de virus susceptible d'infecter l'espèce humaine, il se trouve chez les animaux sauvages, n'est-ce pas? En particulier chez les mammifères sauvages ou chez les oiseaux sauvages. Or, la biomasse des mammifères sauvages et des oiseaux sauvages se restreint à cause de la déforestation, de la destruction des zones humides, de la pollution chimique, de la surexploitation des ressources. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe tout simplement que la loi de la sélection naturelle mise en évidence par Darwin vaut aussi pour les virus. Cette loi de la sélection naturelle aboutit à quoi? Elle aboutit à favoriser parmi les virus les nouvelles formes mutantes qui sont adaptées à l'infection des animaux domestiques et de l'être humain. Et c'est ce facteur-là qui explique que depuis une quarantaine d'années, on assiste à une multiplication de ce qu'on appelle les zoonoses, c'est-à-dire des sauts de virus, des virus qui font le saut d'espèces depuis des espèces sauvages vers des espèces domestiques, domestiquées par l'homme, et de là vers l'être humain ou directement vers l'être humain. Et c'est directement lié à la destruction de la biodiversité. Pourquoi? Parce que quand la biodiversité se réduit, qu'est-ce qu'on voit se multiplier? On voit se multiplier en particulier des espèces qui sont porteuses du plus grand nombre ou de la plus grande biodiversité de virus, à savoir les rongeurs, rodents, ici sur le graphique, et les fameuses chauves-souris, les bats. Et donc, ces animaux se prolifèrent davantage dans le cadre de la biodiversité et du déclin de la biodiversité, pardon, et c'est un facteur qui accélère encore ces fameuses zoonoses. Et les causes de ça, les causes, elles sont en gros les mêmes ou en partie les mêmes que les causes qui provoquent le changement climatique. C'est la déforestation. Vous avez là une photo très impressionnante de la déforestation de la forêt amazonienne, remplacée par des cultures de soja géantes, comme vous avez également une photo, et soja qui sert à nourrir des élevages industriels de bovidés. Tout cet élevage industriel favorise évidemment la prolifération des virus, parce que vous pensez bien que quand un virus adapté, par exemple, à l'infection des poulets rentre dans un élevage de poulets comme celui-là, c'est bingo, hein, il a devant lui un champ d'activité et d'infection quasi providentielle. Bien. Et donc, c'est la raison pour laquelle, depuis une quarantaine d'années, on a eu le sida, le Zika, le chikungunya, le MERS, l'Ebola, le SARS-1, maintenant le SARS-CoV-2. On est dans une situation nouvelle de ce point de vue-là.
Il y a toujours eu des zoonoses dans l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire il y a toujours eu des virus venant d'espèces animales qui infectaient l'espèce humaine, mais les médecins et les biologistes estiment que cette proportion de zoonoses s'est tournée autour de 50%, expliquait 50% des maladies environ. Aujourd'hui, 65% des maladies émergentes sont dues à des zoonoses, et c'est la raison pour laquelle l'IPBES, qui est le GIEC de la biodiversité, parle aujourd'hui, dans son rapport spécial sur la pandémie, l'IPBES emploie l'expression que nous sommes entrés dans l'ère des pandémies et lance un avertissement qui est tout de même très inquiétant, un avertissement qui est, au-delà du COVID-19, d'autres pandémies viendront provoquées par d'autres virus qui pourraient être plus virulents que le SARS-CoV-2 et pour lesquels on ne trouvera pas nécessairement toujours des vaccins. Je rappelle, vous le savez sans doute, que le sida existe depuis plus de 40 ans et qu'en dépit de tous les efforts, plus ou moins sérieux, on n'a toujours pas mis au point un vaccin contre le sida. Donc, cette pandémie n'est pas une répétition des épidémies du Moyen Âge. Ce n'est pas un phénomène archaïque qui revient, comme l'épidémie de peste qui a dévasté à peu près la moitié de la population au Moyen Âge en Europe. C'est un phénomène moderne, en ce sens qu'il est favorisé par les atteintes contre la biodiversité dont l'humanité aujourd'hui, avec son mode capitaliste d'exploitation, se rend responsable. Quant à la diffusion du virus, ben, elle est évidemment favorisée par le mode moderne de globalisation du capital et des échanges, et il est tout à fait frappant de constater que les chemins de propagation du virus ben, correspondent en gros aux voies aériennes de communication entre les principaux centres économiques de la planète. Alors, face à toutes ces situations, qu'est-ce qui se passe dans la classe dominante, disons? En gros, deux tendances. On a la tendance représentée par Trump, qu'on voit ici avec une pancarte disant que lui, il est partisan du charbon, hein, ce qui provoque l'enthousiasme d'une bonne partie de ses supporters. De même, Trump s'est caractérisé par une politique complètement négationniste sur la pandémie, donc il est à la fois négationniste du changement climatique et négationniste des menaces que la destruction de la biodiversité fait peser sur la santé humaine. Et puis vous avez une deuxième tendance qui est représentée par ce semi-fossile de Joe Biden, qui lui prend au sérieux la pandémie, prend au sérieux le changement climatique. C'est aussi la tendance qu'on observe en Europe et qu'on observe même en Chine aujourd'hui, mais c'est une tendance qui n'est pas capable de résoudre les problèmes. Et de ce point de vue-là, c'est tout de même intéressant de noter que la politique du courant Biden ou du courant européen face à la pandémie est une politique euh, qui privilégie la continuation des activités économiques de production ou de vente dans les grandes surfaces et qui restreint au maximum la vie sociale, la vie culturelle, la vie familiale, qui est considérée comme une espèce de variable d'ajustement au service de la continuation de la vie économique. Et comme il faut faire respecter les mesures sur la variable d'ajustement, ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on recourt à la répression, à la police, aux tribunaux, etc. Donc on a une politique pandémique, une politique sanitaire qui est une politique à la fois néolibérale et autoritaire. Et c'est en fait c'est la même chose qu'on a sur la question du changement climatique. On a une politique néolibérale et qui risque de devenir très vite une politique autoritaire, parce que les mêmes causes provoqueront les mêmes effets. Et de même que les gouvernements, face à la pandémie, se couchent devant les grands groupes pharmaceutiques en leur laissant la possibilité de faire du business sur la santé humaine. De même, ils se couchent en fait devant les diktats des grandes entreprises pétrolières, gazières, charbonnières, qui sont les principales responsables du changement climatique, et
s'imaginent qu'ils vont pouvoir résoudre le défi du changement climatique simplement en donnant des incitants pour des productions vertes. Alors, il y a un monsieur dont l'intelligence n'est remise en cause par personne, qui s'appelait Albert Einstein, qui disait on ne résout pas un problème par les moyens qui ont provoqué le problème. Ça s'applique très bien au changement climatique et à la pandémie. On ne résout pas un problème causé par une économie de marché productiviste par des méthodes de marché productivistes. Or, c'est ça qu'essaye de faire le courant, si vous voulez, non négationniste, représenté par Joe Biden ou par Ursula von der Leyen ou par la majorité des grands dirigeants des pays capitalistes. Et donc, j'aime bien cette image-ci qui montre le cercle vicieux, si vous voulez. Il faut toujours plus de croissance, il faut toujours produire plus. Puisqu'on produit plus, il faut consommer plus, mais il n'y a jamais assez. Ça recommence sans arrêt. Ça recommence, et en fait, contrairement à ce que peut montrer le dessin ici, ça recommence en spirale, ça recommence de façon toujours élargie. Et la cause de ça, ben, en tant que syndicaliste, vous la connaissez bien. La cause de ça, c'est tout simplement que l'économie capitaliste est une économie de concurrence pour le marché, pour le profit, que chaque propriétaire de capital produit à l'aveugle pour un marché sans connaître les besoins de la population. Il veut produire toujours plus et à bon marché pour essayer d'écraser ses concurrents. Et cette spirale, ce système est en soi un système productiviste. Périodiquement, ça débouche sur des crises, mais les crises, au lieu de servir à convaincre de l'absurdité de ce mécanisme, les crises servent en fait à purger le système pour qu'il puisse repartir dans un nouveau cycle de croissance, production, consommation, croissance, production, consommation, etc. Jusqu'à quoi? Ben, jusqu'à ce qu'on ait fichu la planète en l'air, malheureusement, car c'est ça qui nous menace. Alors les syndicats face à cela, mais les syndicats face à cela sont très mal pris. Il faut le dire franchement, ils sont mal pris parce que traditionnellement, l'orientation majoritaire du mouvement syndical, c'est une orientation de compromis avec le productivisme capitaliste. C'est une orientation qui vise à non pas à contester ce mode de croissance absurde, qui est un mode de croissance absurde parce que produire toujours plus, c'est produire au-delà des besoins réels de l'humanité et qu'en plus, ça se fait de façon très inégalitaire. Produire toujours plus en espérant qu'on va pouvoir partager les fruits de la croissance, comme on dit. Alors, je vous ai mis là quelques exemples. Hein. Là, en anglais, c'est une affiche très récente de la Confédération européenne des syndicats qui presse les leaders de l'Union européenne à se mettre d'accord sur un plan de relance. En dessous, vous avez des trucs de différents syndicats européens, français en général, notamment la CGT, pour un vrai plan de relance, etc. Donc, c'est la tonalité. Or, ce discours-là, aujourd'hui, n'est plus adéquat. Il faut avoir le courage, je crois, en tant que syndicaliste, de reconnaître que ce discours n'est plus adéquat. Il n'est plus adéquat pourquoi? Il n'est plus adéquat parce que si l'on veut respecter ceci, les réductions d'émissions de CO2 nécessaires pour avoir, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, seulement une chance sur deux, ce qui n'est pas beaucoup, de rester sous 1,5 degré de réchauffement, des réductions de 58% des émissions d'ici 2030, ça n'est pas possible dans un contexte de croissance. C'est complètement impossible. Pourquoi? Parce que 80% des émissions de CO2 viennent de la combustion des combustibles fossiles et que ces combustibles fossiles couvrent à peu près 80% des besoins énergétiques de l'humanité. Alors si on sait ça, ben, on comprend évidemment la conclusion. La conclusion doit être que si on veut réussir ce scénario P1, il faut absolument arrêter de produire, stopper la production et les échanges et réduire radicalement ces échanges. Et il faut d'autant plus les réduire que la seule solution structurelle, c'est de passer à un système énergétique
basée à 100% sur des énergies renouvelables, mais que les appareils, les machines qui vont pouvoir produire cette énergie renouvelable, mais il faut les produire. Et au temps zéro de la transition, ben, on les produit avec une énergie qui est à 80% d'origine fossile. Et donc, si vous voulez, la transition en elle-même, toute autre chose restant égale, devient une cause d'augmentation du volume des émissions et on est dans un cercle vicieux complet. Donc le mouvement syndical, je crois, euh, doit, doit se ranger du côté, renouer avec l'idée d'un changement profond de société. Alors, Léa a donné toute une série de revendications, mais je ne peux que surenchérir. Oui, il faut une réduction massive et collective du temps de travail sans perte de salaire, parce que s'il faut produire moins, il faut tout de même travailler tous, sinon on va encore faire exploser le chômage. Deuxièmement, oui, il faut s'opposer aux privatisations, il faut lutter pour l'extension du secteur public et pour ramener dans le giron du secteur public des secteurs qui ont été privatisés. Pourquoi c'est si important? Mais parce que la logique du privé est une logique productiviste. Alors je ne dis pas que la logique du public est automatiquement une logique non productiviste. Ce n'est pas si simple, mais elle peut l'être, tandis que la logique du privé ne peut pas l'être. Sinon, un privé qui renonce à la logique productiviste, c'est un privé qui est mort, qui est tué par ses concurrents sur le marché. Troisièmement, il faut aller plus loin, ça ne figure pas dans ce que Léa a expliqué. Je crois qu'il faut aller plus loin, qu'il faut oser dire qu'il faut choisir les productions qu'on va conserver et les transports qu'on va conserver, et qu'il faut donc un inventaire démocratique de ce qui est utile, essentiel, inutile, inessentiel ou nuisible. Pour donner un exemple évident, puisqu'on en est là dans le péril du changement climatique et le péril de la destruction de la biodiversité, et que tout ça se ramène en dernière instance à la logique productiviste du système, mais commençons, ça semble évident, par lutter contre la production d'armes et contre l'emploi d'armes, n'est-ce pas? Ça consomme beaucoup d'énergie et donc ça émet énormément de gaz à effet de serre. On pourrait multiplier les exemples. Dans un tout autre domaine, tout le monde sait que le pot de yaourt que nous mangeons au petit déjeuner qui arrive sur notre table, avant d'être sur la table, il a fait à peu près 3500 km sur la planète, parce que le plastique est produit d'un côté, le yogourt de l'autre, les fruits à un troisième endroit, etc., etc. Bien, évidemment, si on supprime des activités inutiles et nuisibles, il est évident qu'il faut une reconversion des travailleuses et des travailleurs qui y sont employés. Et dans des conditions qui maintiennent leur collectif de travail et qui maintiennent leur conquête sociale. Sinon, les gens n'accepteront jamais cette mutation. Quatrième exemple de revendication, il faut plus de gratuit. Une revendication qui fait son chemin, y compris concrètement par des réalisations, c'est l'idée de gratuité du secteur du transport public dans les agglomérations. Il y a plusieurs villes en Europe qui sont passées à un tel système et il est indispensable si on veut sortir du tout automobile. Cinquièmement, il faut un soutien à l'agroécologie. Ça ne figure pas apparemment dans les revendications de votre syndicat, mais je crois que c'est très important et que le mouvement syndical a un rôle à jouer là-dedans. Il faut essayer de trouver des liens, de jeter des ponts avec des agriculteurs bio qui produisent dans une démarche de qualité, qui soit écologiquement responsable. Et le mouvement syndical, avec ses réseaux, peut aider à la diffusion et à la commercialisation et à l'établissement de relations entre consommateurs et producteurs de biens alimentaires. C'est une manière aussi de discuter ensemble de ce qui doit être produit et pas seulement de comment on le produit. Alors il faut des revendications qui sont des revendications de fond, des revendications qui demandent un affrontement. Il faut le poser comme ça, il ne faut pas tourner autour du pot. Il est impossible d'organiser la transition énergétique en produisant moins et en transportant moins si on laisse l'énergie aux mains du capital fossile, si on laisse la finance aux mains du big pharma, si on laisse si on laisse la finance aux mains des banquiers et si on laisse le secteur pharmaceutique aux mains du big pharma. Au moins, ces trois secteurs-là doivent être expropriés et mis aux mains de la collectivité.
Bien, il y a donc toute une série de revendications comme ça, je ne vais pas les passer tout en revue. Je sais bien les réactions que ça provoque dans les auditoires quand je fais une conférence et que je parle de ça. Les gens disent: «Oui, mais tout ça, c'est bien joli, mais comment on n'a pas le rapport de force aujourd'hui, comment est-ce qu'il faut faire?» Eh bien, le rapport de force, il faut le construire. Il faut le construire pas à pas. Mais la première condition pour le construire, c'est de se fixer un cap. Et le cap, ça doit être de dire: «Nous sortons de la logique syndicale traditionnelle du partage des fruits de la croissance et de la relance de la croissance pour résoudre les problèmes du chômage, nous optons pour une autre perspective et nous essayons d'accumuler des forces pour nous rapprocher de la faisabilité de cette perspective. Alors, accumuler des forces, comment? Accumuler des forces, je crois que le mot clé, le concept clé, c'est celui de la convergence des luttes, ou plus exactement, je préfère dire ça comme ça, l'articulation des luttes contre l'ennemi commun. Aujourd'hui, on a plusieurs secteurs de la société qui joue un rôle de premier plan dans la lutte pour le climat et dans la lutte pour la biodiversité. Léa en a parlé, c'est les jeunes d'abord qui ont joué un rôle clé par leur manifestation à l'appel de Greta Thunberg et qui jouent aussi un rôle clé dans des actions plus militantes, plus dures, comme Ende Gelände en Allemagne ou comme l'occupation de terrains où on veut construire des projets pleins de béton au service du capital fossile, comme Notre-Dame-des-Landes en France, etc. Donc, premier acteur, la jeunesse, ils sont aux premières loges. Deuxième acteur, les peuples indigènes. Ils sont très peu nombreux, mais en défendant la forêt, ils défendent leur mode de production, leur mode d'existence traditionnel, mais ils défendent en même temps le climat. Et troisièmement, les petits agriculteurs. Via Campesina, comme syndicat mondial, a un programme de défense de l'agroécologie qui est explicitement en même temps un programme de lutte contre le changement climatique. Quatrième acteur, dans ces trois composantes-là, jeunes, peuples indigènes, paysans, ce sont les femmes qui sont le plus souvent en première ligne. Je crois que ce n'est pas par hasard. Je ne vais pas donner une explication maintenant, on peut y revenir dans le débat, mais c'est un fait, c'est un constat. Et donc je pense que ce qu'il faut faire, c'est chercher des ponts, chercher de la part des syndicalistes conscients qu'on va vers la catastrophe et que cette catastrophe, ce sont les travailleurs, les travailleuses, les pauvres sur la planète qui en seront les principales victimes. Ce n'est pas les riches qui vont être victimes de la hausse du niveau des océans, hein. Je donnerai un exemple peut-être dans un instant. Donc, c'est les travailleurs, les travailleuses, les pauvres du monde, les prolétaires, comme on disait dans le temps, qui vont déguster et qui vont déguster grave à cause de la destruction de l'environnement. Et donc, il faut que les syndicalistes qui sont conscients de cette réalité et qui sont conscients de la nécessité de changer de paradigme syndical construisent délibérément des ponts, comme vous êtes en train de le faire avec la grève pour le futur ou pour l'avenir, avec les autres secteurs que j'ai cités et qui sont aujourd'hui à l'avant-garde des luttes, mais qui ont besoin de l'avant-garde, parce qu'en fin de compte, la solution, c'est de changer de société, de changer de mode de production, et on ne peut pas changer de mode de production sans les producteurs et les productrices. Ça, c'est une illusion totale, et a fortiori, on ne peut pas changer contre eux. Je vous disais que je donnerai un exemple du fait que les riches pensent déjà à se sauver sans nous de la planète que eux ont foutue en l'air. Cet exemple est le suivant. Il a trait directement à la question de la hausse du niveau des océans. Il y a aujourd'hui une entreprise californienne dans laquelle se trouve notamment le PDG de PayPal, j'ai oublié son nom, qui se fixe comme objectif de construire des îles flottantes pour super riches, des îles flottantes qui seront en même temps des micro-États indépendants où les super riches ne paieront pas d'impôts. Et il y a déjà un projet en cours de construction. Il y a un accord qui a été passé avec le gouvernement français pour faire un projet pilote au large de Tahiti dans l'océan Pacifique. Je trouve ça, c'est symbolique si vous voulez, hein, parce que ce projet, il est délirant, mais c'est tout à fait symbolique du fait que cette caste de super riches qui considèrent que la planète lui appartient se contrefout de ce qui peut arriver aux centaines de millions de gens dans le monde qui vivent en dessous de 1 ou 2 mètres d'altitude et qui vont
qui risquent d'être submergés par la hausse du niveau des océans et qui devront se réfugier quelque part. Eh bien, ces super riches, ils s'en tamponnent, ils construisent déjà leurs îles flottantes, ça c'est leur monde. Il nous faut lutter pour un autre monde et il faut le faire dès maintenant. Et bravo pour votre grève pour l'avenir. J'en ai fini. Merci beaucoup, Daniel, pour toutes tes contributions et tes éclairages. Est-ce que vous m'entendez correctement? Vous m'entendez? Oui, super. Je suis encore un peu traumatisée du bug de tout à l'heure. Veuillez vraiment nous excuser pour ça. Et puis, donc, bienvenue sur Zoom. Pour celles et ceux qui auraient loupé le début à cause des problèmes techniques, nous enregistrons la conférence de Daniel et ainsi que les questions. Donc, pour que vous puissiez voir le début que vous auriez loupé. Si vous ne souhaitez pas apparaître à l'écran vu que ce sera diffusé, alors je vous invite à couper votre caméra. Et puis là, on ouvre du coup le moment des questions, des propositions. Voilà, on ouvre la discussion. C'est finalement tant mieux que ça ait bugué. Ça permet un moment peut-être un peu plus convivial que par écrit, par écran interposé. Ce que je vous propose de faire pour pas que ce soit la foire d'empoigne, c'est de lever la main afin de poser vos questions. Donc pour ça, rien de plus simple, il vous suffit de cliquer sur réaction en bas de votre écran et puis là, vous pouvez presser sur lever la main et comme ça, on vous donne la parole dans l'ordre. Encore un grand merci Daniel pour toutes ces précisions. Voilà, donc à vous de pouvoir poser vos questions. Dans ces cas-là, on passe tout de suite à la deuxième question. Alors, bon, s'il n'y a pas de questions tout de suite, Guy et moi, on avait préparé toute une série de questions à te poser, donc plutôt des précisions. Il y a déjà passablement de questions qui ont déjà été finalement traitées par ta présentation. Ah bon, il y a David qui lève la main, donc je lui laisse la parole et si jamais nous, on aura d'autres questions par la suite. Voilà, David, je te laisse la parole. Oui, j'active tout ce que je dois activer. Voilà. Merci. Bon, merci à Daniel pour cette introduction et cette présentation très claire, très sur les enjeux et tout ça. Là, les remerciements, les félicitations pour la grève, elles sont un petit peu anticipées parce qu'on fond ce mouvement a un peu de la peine à décoller pour l'instant dans ses tenants, dans ce que tu as décrit aussi comme configuration politico-syndicale. C'est très intéressant, mais on est encore au tout début de cette mobilisation et les mobilisations sur les lieux de travail ne sont pas encore à la hauteur des enjeux que tu as énoncés. Donc ça, c'est une première difficulté. Je pense que la difficulté que tu as évoquée pour les syndicats, elle existe pas seulement dans le sens où tu l'as décrit pour ce qui est des syndicats que j'appellerais traditionnels. En Suisse, on connaît bien ça. On a une très longue tradition de paix du travail où les appareils syndicaux, les directions syndicales sont liés aux employeurs par des conventions collectives qui les empêchent de fait de faire des grèves. Donc, il y a pratiquement maintenant 100 ans de paix du travail en Suisse. Donc, il y a une difficulté à ce niveau-là déjà, qui est un handicap très sérieux pour les syndicalistes qu'on appelle combatifs ou combatives, et qui essayent au fond de mener des luttes de ce type-là ou plus sectorielles. Je crois que le problème aussi des syndicats, c'est le fait que dans cette affaire de grève climatique ou de grève pour le climat, les revendications sont très compliquées à mettre en œuvre si on n'aborde pas la question du contrôle de la production. Parce qu'en fait, on se rend compte en travaillant sur cette question que les revendications qu'on porte sur les lieux de travail, bon, au fond, c'est des revendications qu'on peut porter aussi comme locataire, comme habitant de quartier. Il s'agit de réduire la consommation énergétique, de mieux isoler, de mieux manger, disons, par rapport à ce qu'on peut dire les cantines d'entreprises, etc. Mais on est très vite confronté au fait qu'on n'a pas de contrôle sur la production. Et donc, en fait, nos revendications, elles sont des revendications d'ordre de consommateurs du lieu de travail ou de consommatrices du lieu de travail et peu des revendications, au fond, sur la réorganisation de tout le système de production, que ce soit dans le service public, mais aussi, évidemment, dans les entreprises privées. Alors, je pense que la revendication d'étendre le champ du secteur public, elle est correcte, mais néanmoins, on se reste confronté au fait qu'on est sur des revendications qui sont de ce type-là et on n'a pas. Et je pense que le gap, l'écart qu'on doit faire quand on veut convaincre des collègues sur les lieux de travail de se mobiliser, il est très important. Parce qu'on est entre
la question la question climatique de base, je dirais, un petit peu comme ça. Et puis, on est en fait en train de remettre en question un système. Et si on ne fait pas ce pas-là, qui est grand, parce qu'en Suisse, comme je le disais, il y a quand même très faible conscience syndicale, très faible conscience politique parmi, disons, les salariés, la population salariée en général. Si on ne fait pas ce pas-là, on est un peu à côté de la plaque, parce qu'on ne croit même pas nous-mêmes à nos revendications, que ce n'est pas que faire des cantines d'entreprise qui feront du bio, du local et tout ça, ça ne va pas régler le problème de la guerre climatique. C'est très bien, c'est des bonnes avancées, mais on sait bien toutes et tous que ça ne suffira pas. Et donc, ce qu'il faut, c'est l'organisation, c'est pouvoir organiser nous-mêmes la production en fonction de critères écologiques et sociaux. Donc ça, je trouve que cette difficulté, moi je suis syndicaliste professionnel, entre guillemets, donc ça veut dire que moi, je suis détaché pour faire ce boulot-là dans le secteur public du canton ici. Eh bien, ce pas-là, il est quand même compliqué à faire si on n'aborde pas la question du pouvoir, de fait, la question du contrôle de la production. Et je trouve que c'est la difficulté dans laquelle on se trouve dans cette configuration, dans cette grève-là, de articuler ces deux choses-là et ces deux niveaux, en fait, qui sont fondamentalement quand même très éloignés l'un de l'autre, surtout dans un pays à la conscience politique ou de lutte qui est quand même très, très faible. C'était pas vraiment une question, mais je la pose quand même. Je sais pas si on peut la transformer en question, mais en tout cas, c'est un peu, disons, entre voilà, le niveau très général et le niveau très concret, on a ce problème d'articulation. Oui. Je vais rebondir très, très vite. Enfin, je vais essayer de rebondir très, très vite. D'abord, tu as dit le mot-clé, c'est pouvoir. Le moyen d'articuler cette question, c'est la lutte pour le pouvoir politique. Si on ne s'empare pas, si on n'a pas une perspective de prise du pouvoir, enfin de changement de pouvoir politique, on n'est pas capable de changer le paradigme de la socio-économique de la société. Ça me semble absolument indiscutable. Et là, ben, il y a tout de même quelque chose qui bouge un petit peu ces dernières années, grâce à cette proposition de Green New Deal lancée par Sanders et par Ocasio-Cortez. Alors évidemment, cette proposition aujourd'hui, elle est mise à toutes les sauces et surtout à toutes les sauces pour être récupérée. La Commission européenne a bien senti que cette proposition pouvait avoir un écho sur le continent européen et donc elle a rebaptisé sa politique néolibérale climatique, elle l'a rebaptisée Green Deal. Bon, donc ça c'est de la récupération pure et simple. Mais quand même, l'idée, enfin le Green New Deal américain n'est pas, on ne peut pas le soutenir en tant que tel. Enfin, moi, je ne le soutiens pas en tant que tel parce qu'il a un certain nombre de lacunes, mais il met ensemble deux idées très importantes qui sont, un, il faut un plan. On ne sait pas résoudre cette affaire simplement par les lois du marché, il faut un plan. Et deuxièmement, il faut que ce plan réponde à la fois aux besoins sociaux, notamment à l'emploi et aux revenus, et aux besoins écologiques. Et ces deux idées-là sont super importantes. Donc, il faut, je crois, s'appuyer sur ces propositions pour les dépasser là où elles sont insuffisantes. Deuxième remarque que je voudrais faire, je crois que le vent est en train de tourner dans un certain nombre de pays. Je ne sais pas si vous, d'abord, votre initiative, bien sûr, je ne me fais pas d'illusions, ça ne va pas être la grève générale en Suisse, et il ne va pas y avoir des barricades, c'est pas ça. Mais c'est une première initiative et elle est exceptionnelle au niveau international. Il n'y a aucun autre pays, vous pouvez être fier, il n'y a aucun autre pays qui a pris une initiative de ce genre, avec une convergence avec le mouvement féministe, avec les jeunes pour le climat et tout le frusquin. C'est absolument remarquable. Mais je voulais vous attirer votre attention sur le fait qu'il y a quelque chose qui bouge à la base dans les luttes. Il y a eu en France, il y a un combat là, contre les pertes d'emploi de la raffinerie de Grand Puy en Seine-Maritime, je crois, je ne sais plus exactement, peu importe. Et il y a une coalition de forces qui s'est fondée autour de ça, y compris avec Greenpeace. Greenpeace est venu au piquet de grève de Grand Puy, des travailleurs de Grand Puy, marquer son soutien au combat d'ouvriers qui luttent contre Total, mais qui n'étaient pas nécessairement pour la fermeture de la raffinerie. Donc ça montre une évolution. Et il y a l'évolution chez les deux partenaires. Il y a l'évolution dans le mouvement environnemental qui comprend qu'il doit donner son soutien à des ouvriers et des ouvrières qui se battent. Et il y a une évolution dans le syndicat aussi, ou chez des travailleurs, travailleuses, qui comprennent qu'ils doivent aller vers le mouvement environnemental. Et ça, c'est ce qu'on a vu avec les manifs des Gilets jaunes qui ont fusionné avec
des manifs féministes et des manifs climat. Donc je crois que bon, tout ça c'est trop loin, trop lent. On aimerait que ça aille beaucoup plus vite parce que l'urgence est là, mais on ne sait pas, sauter au-dessus de sa propre tête. Et il y a tout de même des événements positifs pour ne pas broyer du noir, quoi. Merci beaucoup. Est-ce que David, tu veux rebondir ou est-ce que quelqu'une d'autre a une question, quelque chose à ajouter, peut-être partager son expérience autour de la table en ligne, on va l'appeler comme ça. Daniel, tu as énormément de collègues du syndicat des services publics, des militants et militantes également. Donc voilà, on est toutes et tous à peu près en train d'essayer comment dire, de monter ce mouvement, de le faire vivre aussi dans nos régions, dans nos villes, sur les lieux de travail. Et puis, on est au début de cette mobilisation avec le 21 mai comme première étape. Comme l'a dit David, il y a quelques difficultés effectivement sur certains lieux de travail, mais plus généralement aussi, l'idée, c'est vraiment que les gens comprennent les enjeux et c'est tout le but de ta conférence de ce soir. J'aimerais pouvoir donner la parole à d'autres personnes si elles souhaitent poser des questions. Ah, alors il y a Catherine qui lève la main. David, je ne sais pas si tu lèves encore la main ou si tu as simplement oublié de la baisser, mais je donne la parole à Catherine. Oui, bonsoir. Ouais, non, c'est pas vraiment une question en fait, mais comme on est là aussi pour essayer. Enfin, moi, je travaille au syndicat des services publics dans le canton de Fribourg. Et puis, le but, c'est aussi de pouvoir partager. Il y a des secrétaires syndicaux, mais il y a aussi des membres à nous. Voilà. Donc, l'idée, c'est aussi de regarder un peu comment est-ce qu'on peut s'organiser en vue de cette grève pour l'avenir. Donc, nous, à Fribourg, on a vraiment essayé de faire l'effort de mobiliser les gens un maximum. On a organisé plusieurs assemblées générales sur les lieux de travail en fonction des différents secteurs. Et on a tous des cahiers de revendications qui sont sortis. Donc, nous, pour faire grève, concrètement, à l'État de Fribourg, on doit suivre un certain processus. On doit déposer des revendications auprès de l'État. Et si on n'arrive pas à négocier ces revendications, à ce moment-là, on obtient un acte officiel comme quoi on peut se mettre en grève. Et le but, ce serait d'arriver à obtenir un tel acte, en tout cas pour les enseignants. On a des revendications spécifiques pour les enseignants et enseignantes. Voilà, du moment qu'il y aura déjà beaucoup d'étudiantes et d'étudiants qui seront en grève ce jour-là. Donc, ça ferait du sens qu'elles et eux puissent faire cette grève, mais aussi dans les autres secteurs. Et puis, bon, peut-être je peux vous dire un tout petit peu les revendications générales qu'on a ressorties. Enfin, je pense que ça fera résonance aussi auprès des collègues d'autres régions, je pense. Mais en gros, on a divisé nos revendications en 5 secteurs. Enfin, le premier lot de revendications, c'est des revendications qui sont en fait très générales, de demander à l'État de se doter d'une loi pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2030 au lieu de 2050 comme on s'est engagé en Suisse, de produire des énergies 100% renouvelables et produites sur place d'ici 2030 également, de se doter d'un plan d'investissement vert de 500 millions d'ici 10 ans, sur 10 ans. Donc voilà, on n'est pas totalement dans une logique de rupture du système, ça c'est vrai, mais c'est un peu ça c'est les revendications générales. Après, on a des revendications qui touchent à l'alimentation et la santé, genre utiliser de la vaisselle réutilisable, fournir de l'eau du robinet gratuitement partout, supprimer les postes, les distributeurs de malbouffe, Selecta avec les chocolats et les sodas, ce genre de choses. Un troisième point concerne plutôt la mobilité. Actuellement, à Fribourg, on a une initiative populaire parce qu'on vote beaucoup en Suisse, un peu moins dans le canton de Fribourg, mais pour une fois, on a une initiative qui veut favoriser la gratuité des transports publics. Donc, on demande à l'État de se positionner en faveur de cette initiative. Voilà. Un quatrième point concernerait plutôt les infrastructures, de demander qu'il y ait régulièrement des bilans énergétiques et écologiques qui soient faits dans toutes les institutions de l'État et du secteur parapublic, qu'il y ait aussi des moyens locaux de production d'énergie. Et puis, un cinquième chapitre concernerait les institutions financières. Comment est-ce que l'État va investir son argent, notamment par rapport aux caisses de pension, aux retraites, puisqu'on sait que ces caisses de pension, voilà, ils mettent beaucoup d'argent, ils investissent beaucoup dans des choses qui sont assez sales en général. Donc voilà, sur ces revendications-là, on n'est pas vraiment en rupture avec le système, ça c'est vrai. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué
pour nous de demander aux gens de se mettre en grève pour obtenir des fontaines à eau gratuites. Enfin, on est un peu en décalage par rapport à ça. Après, on essaie vraiment, et puis c'est vraiment dans une dynamique, comme tu disais, enfin, de convergence des mouvements. Enfin, on voit que ces mouvements sociaux, ils prennent vraiment beaucoup d'ampleur actuellement. Donc, essayer de faire converger ces luttes vers un changement de société global. Voilà. Moi, je crois qu'il n'y a pas de petites revendications. Il n'y a pas de revendications méprisables. Il faut saisir tout ce qui permet de mettre les gens en mouvement. Et si on met ensemble toutes ces petites revendications, on arrive déjà sur un programme qui n'est pas encore un programme de rupture, mais qui est quand même un programme costaud, qui est difficilement digérable par le néolibéralisme et le productivisme capitaliste. Déjà, les revendications que tu as énumérées, si tu ajoutes les revendications des agriculteurs qui font du bio, les revendications des jeunes pour le climat, les revendications de la grève des femmes, tu arrives à un programme de changement de société qui n'est pas encore un programme de rupture, mais qui est un pas en avant vers un programme de rupture. Et je pense, comme tu l'as dit, que c'est la rencontre entre ces mouvements sociaux qui vont se heurter au refus du système ou au sabotage du système ou à la répression. C'est ça qui va permettre d'aller plus loin dans les consciences. Mais on ne doit pas se faire d'illusions. Nous partons de très loin parce que le niveau de conscience, il est extrêmement bas. Mais je pense, je suis peut-être un optimiste invétéré, c'est possible, quoique je suis plutôt pessimiste en réalité, quoi que soit le titre de mon bouquin, mais je pense que le niveau de prise de conscience peut faire des bonds très rapides dans la situation actuelle. Pourquoi? Mais parce que c'est une question de survie pour les prochaines générations. Enfin, l'immense majorité des gens ont des enfants, des petits-enfants, et il y a quand même une inquiétude, même des gens qui ne sont pas vraiment conscients des enjeux climatiques ou biodiversité, ils se rendent bien compte que ça va de mal en pis, que les jeunes vont vivre moins bien que leurs parents. C'est la première fois dans l'histoire depuis 200 ans que ça se passe, un phénomène pareil. Et donc, on peut avoir des surprises négatives, mais on peut aussi avoir des surprises positives. Des tournants brusques sont possibles, aussi bien vers l'extrême droite que vers la gauche. À nous de travailler pour que ce soit vers la gauche. C'est en tout cas l'objectif, et peut-être pour préciser un petit peu ce qu'on a déjà pu dire, il y a en fait un manifeste qui existe au niveau national. Ce n'est pas à proprement parler le manifeste de notre syndicat ou d'un mouvement en tant que tel, mais c'est le manifeste du mouvement de la grève pour l'avenir, qui est justement cet espace de convergence entre les différentes luttes, avec des points, 14 points de tête, qui thématisent justement le travail, la place financière, l'écoféminisme. Enfin, il est vraiment extrêmement large. Et là, je pense effectivement qu'avec le rassemblement de tous ces points, on vise plus particulièrement cet élément de rupture dont tu faisais allusion tout à l'heure. Là, réellement, notre travail en tant que syndicat, d'une part, je pense, dès le moment où on converge avec les autres mouvements, c'est de soutenir les autres mouvements, les autres luttes dans leurs revendications, en tout cas un certain bout, mais c'est aussi de pouvoir finalement permettre à nos membres, aux membres de nos syndicats, d'articuler des revendications qui lient finalement conditions de travail et enjeux climatiques, de se les approprier et ensuite justement de pouvoir rejoindre la lutte, parce que ces personnes se rendent bien compte qu'il y a un réel intérêt en dehors de tous les enjeux que tu viens de citer, quoi. Donc c'est ce vers quoi on s'achemine, peut-être un peu durement, mais en tout cas on essaye. Il y a Robin qui lève la main. Déjà, merci beaucoup pour cette conférence. Moi, je voulais un peu aussi rebondir sur ce qui vient d'être dit. Je pense aussi qu'un des trucs très importants dans la grève pour l'avenir, mais aussi la grève du climat, c'est pas juste le programme ou même les actions en tant que telles, c'est aussi d'apprendre à militer, en fait. On part de très loin, pas juste parce que les gens sont de droite, mais aussi parce que les gens savent pas organiser une réunion, ou en tout cas ils ont l'impression de ne pas savoir le faire, parce qu'ils ne savent pas organiser une manifestation. Ouais, je vois Léo qui rigole, mais en fait c'est souvent même juste faire
prendre conscience aux gens que c'est assez simple, mais des fois, finalement, voilà, on dit qu'on veut quelque chose de démocratique. Quand il y a, moi je suis à la grève du climat, quand il y a 250 personnes dans une salle qui parlent 3 ou 4 langues différentes et qu'il faut se mettre d'accord, ben, faut dire qu'on n'a pas été préparé non plus, que ce soit par l'école, que ce soit par les institutions politiques. Et je pense aussi qu'un truc qu'il faut vraiment pas perdre de vue dans ce mouvement, c'est qu'il faut pas juste avoir des revendications, il faut aussi que les gens fassent des choses. Et bah, moi, je préfère quelqu'un qui fait des choses très concrètement, même si c'est demander des fontaines à eau plutôt que des bouteilles en PET, plutôt que quelqu'un qui a un discours hyper radical, mais qui en fait va rien faire, parce que c'est aussi par l'action qu'on entraîne des gens. Moi, je le vois, alors, sans vouloir déprécier le travail des syndicalistes qui sont ici, que j'apprécie beaucoup, mais je vois par exemple que à la grève du climat, il y a des adolescentes de 15 ans qui savent mieux gérer une séance que des gens qui militaient depuis avant ma naissance, et qui, quand on leur demande de ramener des gens, ramènent des gens, alors que bah, voilà, les vieux gauchistes qui savent ce qu'ils font depuis longtemps, bah, des fois, ils oublient un peu que c'est pas juste une question d'idée, mais c'est aussi une question de pratique. Et du coup, même si on est encore très très loin, je pense que ça avance assez vite en fait. On le voit avec la grève du climat évidemment, mais on le voit aussi avec la grève des femmes, où tout à coup il y a énormément de gens qui seraient pas forcément allés directement dans un syndicat ou un parti ou comme ça, qui font des choses juste incroyables. Et puis même si je suis de nature assez pessimiste, je pense qu'il se passe quand même des choses et qu'on peut s'en réjouir. D'accord. Merci beaucoup, Robin. Je laisse encore la possibilité à celles et ceux qui souhaiteraient poser des questions de le faire. Guy et moi avions préparé quelques petites séries de questions. On a tous les deux lu ton livre, ton dernier livre, donc Trop tard pour être pessimiste. Et puis, voilà, très, très concrètement, ce qu'on se demandait, tu parles notamment de programmation. Et si on met la focale sur les services publics et parapublics qui nous intéressent, vu qu'on est le syndicat des services publics, selon toi, quels seraient les secteurs à étendre, à défendre, voire à supprimer les premiers? Voilà, comment tu envisagerais cette programmation finalement au niveau des syndicats, mais aussi des services publics? Je pense qu'il y a toute une série de secteurs ou de sous-secteurs qui devraient être développés, voire même créés. Bon, il y a d'abord tout le secteur, je ne sais pas ce qu'il est en Suisse, mais enfin dans mon pays, dans mon petit pays surréaliste, la Belgique, le secteur des soins aux personnes, des soins à domicile, pas seulement des soins en institution, des soins de première ligne, de la médecine de première ligne, des infirmières à domicile, des aides ménagères à domicile. C'est un secteur qui est complètement sous-financé, qui est bien souvent vendu au privé. Les maisons de repos, de soins, c'est aux mains de multinationales de plus en plus, qui imposent des conditions indignes aux personnes âgées. Donc je crois qu'il y a tout un champ, et il y a une légitimité sociale très grande de la part du syndicat, par exemple, notamment en particulier avec le bilan de la pandémie. Il y a une légitimité très grande à dire on doit prendre soin des personnes, on doit prendre soin des gens mieux, et il faut le faire pour le bien, pour le bien-être, pour le bonheur des gens, et pas pour le fric. Et donc, là, il y a, je crois, je dirais, il y a une opportunité à saisir pour cette revendication. Et je crois qu'on peut étendre cette notion de prendre soin, l'étendre des personnes, de la société, vers la nature. Et construire un discours comme quoi on a détruit beaucoup de choses, il faut réparer là où il est possible de réparer. Et pour réparer, ça ne se fait pas avec des machines, ça se fait avec des gens et avec de l'intelligence humaine et avec de la sensibilité humaine, avec du goût du beau, avec du goût du bienfait. Et voilà, il faut recréer des zones humides, il faut prendre soin des animaux, des plantes, des batraciens, des oiseaux, de tout.
Et c'est un nouveau secteur public qu'il faudrait déployer. Là aussi, ce n'est pas le privé qui va le faire. Hein. Le privé, il va le faire pour le profit et il va le faire donc en termes marchands. Donc voilà deux exemples. Bon, alors il y a des exemples plus évidents. Hein. Le secteur de l'enseignement, je ne sais pas ce qu'il en est en Suisse et dans quelle mesure il est privatisé en Suisse, ça je ne sais pas non plus. Mais donc il faut plus de moyens dans l'enseignement, il faut des infrastructures de qualité dans l'enseignement. Encore une fois, je ne sais pas ce qu'il en est en Suisse, mais dans mon pays, c'est une catastrophe. Les écoles sont des passoires thermiques. Non seulement ce n'est pas confortable, mais ça consomme énormément de ressources de chauffage, etc., etc. Bon, et alors, il y a aussi des secteurs à supprimer dans le secteur public ou à repositionner, à redimensionner radicalement. Supprimer l'armée, c'est quand même le secteur public. Ça, je crois que c'est indispensable, supprimer l'armée. Je me souviens, il y a quelques années, ou à 20 ou 30 ans, il y avait eu une campagne pour une votation, comme vous dites, hein, pour supprimer l'armée. Une Suisse sans armée, il y a eu une campagne comme ça, il y a eu une trentaine ou une quarantaine d'années. Donc voilà, je crois que bon, alors là aussi, il faut une idée de reconversion quand même, et peut-être un des moyens de la reconversion, c'est les soins aux écosystèmes, hein, que l'armée suisse serve à protéger les écosystèmes suisses en lien avec les populations, avec les agriculteurs, avec les femmes, avec les jeunes, avec les habitants. Et voilà, donc quelques idées vite fait. C'est facile de loin. Merci beaucoup encore pour tous ces apports. Effectivement, alors on a eu encore des votations dernièrement hein, sur l'armée, enfin le trafic d'armes, etc. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent réagir, poser une question? Est-ce que Daniel, tu as encore 5 minutes devant toi pour répondre à une dernière question? Oui, une, et puis c'est fini. Super. Alors, qui veut se lancer pour la dernière question? Alors, Robin, ce sera à toi, à moins que quelqu'un souhaite intervenir et n'a pas encore pris la parole. Je crois que c'est bon. Alors, Robin, c'est à toi. Oui. Bon, alors, une question facile pour finir. Dans le secteur public, évidemment, il y a le poids du syndicalisme, mais il y a aussi le poids du fait que ça soit public. Et comment est-ce qu'on peut gérer, par exemple, le fait d'être dans un pays de droite où les gens, globalement, votent pour des trucs pas très bien écologiquement et socialement, et concilier ça avec le fait que ce soit un service public. Enfin, finalement, comment est-ce qu'on peut faire un service public contre l'avis des gens ou contre l'avis des 30% des gens qui ont le droit de vote qui se déplacent dans les urnes? Enfin, peut-être dans le privé, on n'a pas vraiment ça, mais dans le public, il y a toujours un peu une question de double légitimité qui m'interroge pas mal. Oui, ça c'est une vaste question que je ne vais pas vider là. On m'entend? Oui. Que je ne vais pas vider dans les 2-3 minutes qui restent. Disons, il n'est pas question, évidemment, de prendre prétexte de l'urgence et de la gravité de la crise écologique pour imaginer des solutions dictatoriales ou despotiques. Hein. Là, encore une fois, on ne peut pas sauter au-dessus de sa propre tête. Si on fait ça, on se tire une balle dans le pied. On fait le jeu de nos ennemis. On le voit d'ailleurs dans une certaine mesure aussi avec la pandémie. Et ça rejoint peut-être la première question qui avait été posée par David, je pense, ou la première remarque qu'il avait faite. Je crois que c'est David, sur la difficulté de passer à une étape qui ne soit pas une étape de consommateur, n'est-ce pas? Donc, dans la pandémie, on peut évidemment s'adresser à l'État pour que l'État prenne des mesures autoritaires. Moi, je crois que si on fait ça, on lutte contre notre propre camp. On renforce les tendances qui sont déjà très existantes à l'État fort. Donc la solution, c'est plutôt de faire appel aux travailleurs et aux travailleuses, par exemple, pour qu'eux exercent ce qu'on appelle en France et dans mon Belgique le droit de retrait, hein, c'est-à-dire qu'ils fassent usage de leur possibilité
de dire non, c'est des conditions de travail dangereuses, donc on ne peut pas m'obliger à travailler dans des conditions de travail dangereuses pour ma santé et pour ma vie, donc j'arrête le travail. On a eu quelques mouvements de ce genre en Belgique qui étaient intéressants, mais ils ont été trop limités. Et je crois que la même logique vaut pour le secteur public par rapport à la question de Robin. Donc il faut qu'on développe des pratiques, des expériences, et c'était le sujet de ta précédente intervention, des expériences d'activité, des expériences d'auto-activité qui permettent d'espérer qu'une fraction significative de la population s'auto-émancipe, se désaliène par rapport au moule idéologique qui, en Suisse, est particulièrement fort. Hein. Ça, je ne suis pas dupe à cet égard-là. De sorte que tout va ensemble, c'est-à-dire il faut à la fois une prise de conscience, une évolution de la conscience de la population qui débouche sur une politique publique différente, qui soit une politique publique vraiment démocratique et vraiment sous le contrôle de la population. L'un ne va pas sans l'autre. Hein. Alors, je connais un peu les difficultés et les handicaps que le système politique suisse, institutionnel suisse, peut créer, c'est-à-dire vous êtes toujours en élection, en campagne électorale, finalement, quelque part, ça brise les luttes, mais il y a peut-être aussi là-dedans quand même quelque chose de bon à aller chercher. Je ne sais pas, hein, je réfléchis tout haut, en ce sens qu'il y a un attachement tout de même fort à des mécanismes vraiment démocratiques. Alors peut-être qu'il y a moyen de faire usage de ça pour le déplacer un peu et pour l'ancrer dans l'idée de la prise en charge du commun collectivement dans le quartier, dans la ville, dans la région, dans le canton, et que ce ne soit pas uniquement le fait de mettre un bulletin de vote dans l'urne. Enfin, voilà, c'est peut-être un peu lunaire ou fumeux ce que je dis, mais voilà, je ne parviens pas à croire que les Suisses sont uniquement mauvais. Je ne le pense pas. Ça, c'était ma note démagogique finale. Hein. Parce que j'aimerais qu'on arrête parce que je n'ai pas encore mangé. Tout à fait. On va s'arrêter là. Je me joins aux autres pour te remercier encore infiniment pour tes apports. Encore un grand désolé pour le bug. Je propose aux membres du SSP, ou d'ailleurs les non-membres qui sont là, si ils et elles ont encore des questions, de s'approcher du SSP pour qu'on puisse les thématiser ensemble. Créer des séances sur vos lieux de travail avec vos collègues. Et puis, nous sommes à disposition pour monter ce mouvement avec vous. Je rappelle la première date du mouvement qui est le 21 mai. Et puis, toutes les informations nécessaires sont sur notre site internet. Voilà. Donc, au plaisir de vous croiser lors d'une manifestation ou lors d'une assemblée syndicale. Et puis, je propose juste à Daniel et à Guy de rester pour clôturer ensemble. Comme ça, ensuite, Daniel peut aller dîner. Et puis, je vous souhaite à toutes et tous une excellente soirée. Merci encore. Ciao. Merci. Au revoir. Et bonne chance.